Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir dans Les Activistes, il enchaîne télétravail en semaine et téléfoot le week-end, Romain, cofondateur d'Actu, est parmi nous. Salut Romain. Salut tout le monde. Et enfin, à défaut de se défouler avec ses haltères, il va se défouler sur certains points morts de l'équipe. Florian est également parmi nous. Salut Florian. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des Activistes ce soir, sommet au Stade des Alpes, le retour sur Grenoble Hack. Entre crainte économique et absence régulière, le casse-tête d'éjection d'effectifs en période Covid. Activez-vous avec vos réactions et enfin, vous en avez l'habitude, quelques brefs du hack pour conclure. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, nous allons vous trouver maintenant. Les Activistes numéro 10, c'est parti. Retour sur Grenoble Hack. Donc, une équipe d'un calibre supérieur à Dunkerque et à Pau que nous avions rencontré ces 2 dernières semaines. On s'attendait à un bon match. On n'a pas été plus déçus que ça à ce niveau-là. C'était bien meilleur que ce qu'on avait eu. Retour, vous le savez, sur le groupe et la composition des équipes. Plusieurs absences notables quand même. Thiaré, Herzoy qui était malade. Umut Meras qui se remet toujours de son Covid et qu'on retrouvera, on l'espère, d'ici 2 semaines. Et les Koulibaly, Yacouba et Ouyo qui étaient blessés. Encore une fois un casse-tête, encore une fois la défense clairsemée. Ce qui nous a donné comme composition de départ un 4-2-3-1. Une fois qu'on l'a vu commencer à jouer, on va l'énumérer rapidement. Mathieu Gorgelin dans les buts. Pierre Gibaud à droite, Ben Mohamed à gauche, une charnière Basque Mayembo. Ensuite, un milieu de terrain Mbemba Lekal, une ligne de devant avec Fontaine à droite, Alioui au milieu et Bonnet à gauche, et Godwin Bentil en attaque. Pas de défenseur sur le banc de touche, et on espère vraiment que la trêve va venir pour renforcer des forces vives à ce niveau-là. Romain, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu pensais de ce 11 de départ en fonction des disponibilités ? On bricole, mais bon, on n'a pas le choix. Pierre Gibaud qui retrouve sa place à droite alors qu'il était très bien en défenseur central, mais il va dépanner vu l'absence et le manque d'effectifs. Une doublette Basque Mayembo. Mayembo, c'est costaud. Basque, on reviendra sur sa prestation de ce week-end. Et puis après, par contre, on annonce un 4-2-3-1, on sait pas trop. Moi, au début du match, j'ai vu un 4-4-2 avec 2 attaquants à plat devant qui étaient Bentil et Alioui. J'ai plus vu un peu Fontaine à droite. Je sais pas si vous partagez cette vision des choses, mais on fait avec ce qu'on a. Retour des deux sénateurs, Bonnet, Fontaine. Voilà, on n'a pas le choix avec le Covid là qui est quand même bon, on n'est pas touché comme Grenoble a pu l'être touché sur ces 3 dernières semaines, mais mine de rien, toutes les semaines il y a quelques cas et on est obligé de remplacer les joueurs petit à petit, et on va arriver sur la fin de l'année qu'on n'aura toujours pas aligné le 11, on va dire titulaire qu'on a envie de voir sur le terrain, donc c'est compliqué de ce côté-là. J'aimerais pas être Paul Le Guen en ce moment. Maintenant, on parle des joueurs qu'il met sur le terrain, mais la tactique aussi qu'il a voulu mettre en place ce week-end, il faut revenir dessus parce que ça dépend pas des joueurs. C'est le plan de jeu, ça dépend que du coach. Après, on en reviendra tout à l'heure en développant dans le match, mais voilà, au-delà de la formation et de l'effectif qui est sur le terrain. On va effectivement parler de la mise en place effective de ce 11 de départ. Florian, toi, quand tu as vu la composition d'équipe, qu'est-ce que a été ton sentiment ? C'est ce qu'on attendait à peu près. Il y a eu juste 1 ou 2 surprises, mais bon, la défense, on pouvait pas faire mieux. De toute façon, il n'y avait pas de défenseur sur le banc, donc on partait que sur ça. Le milieu de terrain défensif, pareil. On voyait à peu près c'est Bemba et Lekal. Il y a juste le milieu offensif où Alioui, surpris de le voir là. On s'attendait peut-être à un Abdelli ou quelqu'un d'autre, par exemple un Bonnet ou un Fontaine dans l'axe et un Cornet sur le côté. Et le retour des vieux briscards sur les côtés, ça fait bizarre de voir ça. Surtout Fontaine à droite. Moi, j'ai toujours un peu de mal de le voir dans ce poste-là, mais bon, c'est le coach qui fait la compo. Et sinon, Bentil, classique, toujours devant seul, en attendant le retour de Djabal. Donc, parlons de cette première mi-temps. Un match qui commençait, en tout cas sur ce qu'on pensait, un rythme peut-être
un peu étonnant, un rythme dont on ne savait pas vraiment ce qu'il pensait. Grenoble qui n'avait pas joué donc depuis 3 semaines et qu'on a vu tout de suite que le niveau qui serait proposé au HAC en face serait bien supérieur à ce qui leur a été donné ces derniers temps. Grenoble un cran au-dessus, beaucoup d'occasions franches. J'ai bien aimé moi la prestation aussi de Godwin Bentil encore une fois. Pivot, généreux dans l'effort, sachant bien garder le ballon. Pour moi, j'avais dit, il a de plus en plus une gueule de chouchou. Je maintiens mes propos. C'est vraiment quelqu'un qui fait plaisir à voir. Et on va dire que l'homme du match, il était dans l'équipe d'en face. Yorick Ravet, qui a été vraiment largement au-dessus de tous les autres joueurs sur le terrain. Je sais pas vous, mais c'était pas désagréable à regarder, même si on finit avec un désavantage de 1 but à la mi-temps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps? Déjà que c'est parti assez vite, parce qu'au bout de même pas une minute, il y avait une faute au niveau de la surface à vrai sur le côté. Donc je me suis dit, là, ça part fort. Et après, on s'est dit, c'est vrai que Grenoble n'a pas joué depuis au moins 2-3 semaines. Donc ils avaient peut-être un peu la rage au ventre et vouloir tout de suite attaquer fort. Ensuite, on a trouvé un hack quand même un petit peu plus sympathique à voir, c'est-à-dire pas recroquevillé sur sa défense, qui essayait d'aller vers l'avant, même si c'était pas toujours magnifique. J'ai beaucoup aimé ce que proposait Bonnet à Lioui, c'est-à-dire le jeu à deux, tenir le ballon, essayer de le conserver un peu plus haut pour que le bloc monte, tout en essayant de s'appuyer sur Bentil, qui était aussi très bon sur ce match, un peu plus agressif, qui se proposait soit dans la profondeur, soit en pivot. C'était très intéressant. Ensuite, on parlera sans doute du but encaissé, une perte de balle de Fontaine sur une passe en retrait en plus dans l'axe, enfin tout ce qui est négatif dans la passe en retrait, quoi. Et ensuite, on voit que Ben Mohamed est un peu haut parce qu'il veut partir en contre. Et du coup, ça crée un trou entre Basque et lui, qui profite aux joueurs de Grenoble pour y aller. Magnifique match de Ravet entre sa passe décisive, puis ensuite la passe en tout début de match là qui transperce 2-3 joueurs pour essayer de trouver, c'est Amani, je crois, qui tire au-dessus. Donc c'était compliqué à voir. Après, j'ai une stat magnifique, c'est un petit jeu pour vous, chez vous. Quel est le nombre de tirs cadrés du HAC en première mi-temps? Je vous laisse répondre. C'est 0. Exactement, la spéciale. Donc il y a eu un peu de jeu proposé, mais malheureusement, c'est pas toujours aussi stérile, quoi. Donc c'est un peu embêtant. On a vu, comme l'a dit Romain, un 4-4-2, puis ensuite un 4-2-3-1. Donc c'est un peu bizarre, on ne sait pas si c'est un changement de tactique voulu par l'entraîneur ou si comment Paul Le Guen a voulu s'adapter au match. On voit que c'est un peu brouillon, que c'est un peu perdu pour l'instant. Romain, toi, quel est ton sentiment sur cette première période? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on visait et qu'on voulait rentrer à la mi-temps sur un 0-0. Parce que on savait que Grenoble n'avait pas joué depuis 3 semaines, que les joueurs étaient en reprise d'entraînement que la semaine précédant le match, pour ceux qui étaient touchés par le Covid, et un grand nombre de joueurs ont été touchés à Grenoble. Et j'ai vraiment cette impression que la tactique de départ a été sensiblement la même qu'entre Pau et Dunkerque, avec un petit peu plus de jeu quand même. Attention, c'était pas tout en défense, mais c'était sensiblement la même sur le fait qu'on voulait conserver ce score de 0-0 à la mi-temps et peut-être appuyer en seconde sur la partie physique des Grenoblois, où on espérait peut-être que les Grenoblois allaient baisser physiquement et que là on pourrait appuyer. Et moi je sais pas, et on y reviendra, si ce changement tactique à la mi-temps et pas voulu dès le départ finalement. Est-ce qu'il change parce qu'on perd un 0 ou est-ce qu'il change parce que c'était prévu comme ça? Mais ceci dit, si on revient sur la première mi-temps, dès la 8e minute, on se fait transpercer la défense par un superbe mouvement des Grenoblois et là on voit tout de suite que c'est autre chose que Pau et Dunkerque. Puis à la 16e minute, il y a Gibaud qui se fait complètement enfumer dans son duel. Pareil, ça arrive sur c'est une passe en retrait finale, puis une frappe qui va au-dessus, mais des grosses occasions pour Grenoble. Et puis après une série de vagues roses là sur le but à vrai pendant toute la mi-temps et puis jusqu'à arriver à ce but qu'il faut pas prendre à ce moment-là du match parce qu'on sait très bien que prendre un but juste avant la mi-temps, on rentre au vestiaire la tête baissée, et on n'est pas bien mentalement. Fontaine qui récupère pourtant le ballon, c'est lui qui récupère le ballon, ce même Fontaine qui 2 secondes après, comme l'a dit Florian, une belle passe en retrait dans l'axe, tout ce qu'il faut pas faire dans les pieds d'un Grenoblois, il en fallait pas moins pour que Grenoble ouvre le score sur l'action qui a suivi.
suivi. D'ailleurs, au passage, on peut noter la superbe passe à l'aveugle du joueur grenoblois. C'était vraiment magnifique. Et puis moi, je veux revenir sur Fontaine, voilà, parce que on voit que dès les premières minutes, on a un coup franc. Je ne sais pas si vous voyez le coup franc auquel je parle, mais aux abords de la surface grenobloise. Et on a espoir, et ça taupe, et tu dis, eh merde, c'est reparti. Voilà, exactement. On voit le regard de Fontaine, on a espoir. On se dit, oh le gars, il a l'air déterminé. Il a l'air en tout cas, il a l'air dans son regard d'être déterminé. Et là, il frappe le ballon et ça part en cloche. Je veux dire, à un moment donné, j'ai envie de dire, franchement, faut arrêter. Moi, je dis, faut qu'il aille faire un tour sur le banc, parce que rien que pour ça, rien que pour ce coup franc, faut qu'il aille faire un tour sur le banc. C'est même pas sa prestation générale. À un moment donné, c'est lui qui est désigné comme étant le tireur de coup de pied arrêté quand c'est pas Cornet qui est titulaire. Moi, j'avais espoir dans ce coup franc, même déjà rien que cadré pour montrer de bonnes intentions, même à ses coéquipiers. Mais quel message il envoie quand il va botter le ballon et qui fait une frappe comme ça? Quel message il envoie aux autres joueurs sur le terrain? Et j'ai noté que c'était bien fait engueuler par Le Guen aussi, parce qu'on a la chance d'entendre comme ça à huis clos. Mais voilà. L'avantage du huis clos, c'est qu'on entend, on a vraiment entendu, on entend tout en ce moment. Et là, on a bien vu que Paul Le Guen n'était vraiment pas content. Si je voulais être taquin, je voudrais dire, s'il y a que Fontaine qui tire, est-ce que ça veut dire que les autres sont pires? Je sais pas, faudrait faire des vidéos, mais on me dise pas que ce soit si impossible que ça de trouver quelqu'un qui en botte au moins un sur deux, pas trop mal. Et là, à partir du moment que c'est le tireur attitré depuis des années qui continue à nous faire des cloches, on arrête. Ou je sais pas où il voulait. C'était peut-être un hommage au penalty de Dimitri Payet à Porto. C'est peut-être ça aussi. Mais peut-être. Bon, on a le droit d'être un petit peu exigeant, au moins sur des fois. On parle pas là d'une séquence où tu es sous pression absolument et où tu dois vraiment faire le geste parfait, rapide dans le timing. Et sur un coup franc sur le côté à 35 mètres. Et je vais pas dire que tu joues avec une main dans le pantalon, mais normalement, tu te calmes, tu es tranquille et puis tu le fais. Ensuite, c'est pas, ça part juste à côté, tu as un peu long de 1 ou 2 mètres. Non, là, c'est complètement foiré. Et malheureusement, on va pas dire que, on l'a vu arriver. Malheureusement. Ce qui fait mal en plus avec Jean-Pascal, c'est, on va revenir sur la séquence du but, sans occulter le fait que Grenoble a au moins 3 autres grosses occasions en première mi-temps d'ouvrir le score. Donc, c'est pas le coup de pas de chance. Non, c'est Grenoble sont 1-0 à la mi-temps. Il est vraiment pas volé. On repart de l'action. Et clairement, Fontaine récupère le ballon. Très bien, parfait, il fait son rôle. Et au moment où on commence à voir Godwin Bentil commencer à se lancer en profondeur, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne les talons, il fait une passe en retrait au milieu du terrain. Alors, c'est même pas le fait de la passe en retrait, c'est le fait que normalement dans la construction du jeu, il y a de la place en plus. C'est-à-dire, elle n'est pas difficile à faire. C'est pas une place où il faut être millimétré. Il y a quand même quelques mètres d'écart qui permettent, normalement, à un joueur qui a la technique de Fontaine, d'arriver à mettre le ballon dans une zone qui permettrait ensuite à Godwin Bentil, pas forcément de partir sur 50 mètres seul au but, mais au moins à un minimum, dans un profil comme il avait, de prendre le ballon, de le garder et de voir les autres arriver. D'aller de l'avant. Ouais. Oui. Et donc, ça déjà, c'est raté. Et c'est sûr que c'est loupé. Et quand tu vois que 15 secondes après, tu as Yorick Ravet, fin de regard à droite, je regarde à gauche, en même temps, je passe à droite pour complètement déstabiliser la défense. Et la finition aussi, qui est pas mal au niveau du but. Le contraste est terrible. Et c'est ça qui fait très mal. On sent que le vent tourne, parce que même les plus fidèles défenseurs là, de Jean-Pascal Fontaine ne lui ont pas trouvé d'excuses pour hier. Bon là, il va vraiment falloir se poser des questions, quoi. On en parle trop souvent. Moi, je me souviens même de l'époque où il y avait l'émission de Bertrand Queneut. Fontaine revenait très régulièrement au milieu des débats et même les journalistes sportifs disaient d'eux-mêmes qu'on en parlait trop souvent. On parlait trop souvent de ce joueur. Pourquoi on en parle trop souvent? Parce qu'il continue à jouer. Ça serait un non-débat s'il allait sur le banc de touche ou s'il jouait plus. Mais à partir du moment qu'il joue, on n'a pas trop le choix que de parler de ceux qui parlent. Les entraîneurs sont les premiers à dire qu'ils veulent pas parler des absents. On va parler des présents, mais le problème c'est qu'il y en a un qui est présent tout le temps et que on aimerait que là aussi il y ait un peu de concurrence à ce niveau-là. Enfin, il disait qu'il y a quelque chose qu'on doit pas être au courant, soit à l'entraînement, soit. Et c'est sûrement quelque chose qui fait que à l'entraînement il est au-dessus.
Oui, oui. C'est toujours le débat qu'on a. Oui, mais à l'entraînement, il est au-dessus des autres. Il fait, oui, mais à un moment, même pour lui, parce à un moment, il peut faire des bonnes séances d'entraînement, mais si à la fin, en match, il se prend raclée sur raclée à chaque période, mais même à la fin, comment vous voulez même que les plus fidèles dont tu parlais, Romain, commencent pas soit à désespérer, soit à le prendre en grippe. Je pense que les plus fidèles des plus fidèles, en ce moment, pour être gentil avec lui, ils se taisent. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Tu peux pas, de toute façon, en ce moment, être plus gentil avec lui qu'en te taisant. Parce que sinon, tu vas obligatoirement remettre en cause son niveau et sa participation dans le 11, Ouais. dans le 11 du Mais hack. on en parlait la semaine dernière, on disait que Cornet était sur le terrain parce que c'était sa patte sur les coups de pied arrêtés qui lui valait peut-être sa place de titulaire. Bah, je suis désolé, mais moi, je sais pas si vous me rejoignez, les gars, mais je milite pour un Cornet à demi-niveau, mais qui est sur le terrain et qui nous amène sur chaque coup de pied arrêté qu'il a frappé, qui nous amène des ballons dangereux, un peu flottants, un peu avec des trajectoires intéressantes qu'on peut venir couper. Mais même si Cornet n'apporte pas ce qu'il devrait apporter dans le jeu, et ben ça fait quand même une carte en plus dans la main de Paul Le Guen. Toute Ouais. la manière dans laquelle apparemment Paul Le Guen veut jouer en ce moment, euh, avoir un tireur de coup de pied arrêté de qualité, c'est pas important, c'est indispensable. Donc, dont acte. Attaque donc la deuxième mi-temps, donc retour des vestiaires mené 1-0. Le hack revient avec de bien meilleures intentions, un hack qu'on aimerait voir 90 minutes à minimum dans cette zone-là. Ça commence rapidement. Godwin Beltin qui traîne dans la surface, il loupe le premier ballon, il va au duel avec Jérôme Mombris, il récupère le ballon et là, pénalty oublié. Jérôme Mombris qui s'assoit sur la jambe de Godwin Beltin. Il y a pénalty, pas sifflé. On a parlé des pénaltys. Vous savez que je suis pas spécialiste de vouloir incriminer l'arbitre. Celui-là, quand même, il est assez compliqué à ne pas siffler. Là, je veux bien croire qu'on mette en parallèle le fait que effectivement là celui-là il aurait vraiment pu relancer le hack qui était dans une toute autre dynamique. Quelques minutes après, Nolan Mbemba, seul aux 9 mètres, qui frappe et son ballon arrive à plus de 5 mètres du but. Bon, c'est-à-dire que ça peut arriver. Et ensuite, des occasions des deux côtés. Loïc Nestor qui a failli marquer contre nous. Sa tête sur corner finit peu loin. Victor Lecal en retour aussi à 20 minutes de la fin, qui a une occasion d'égaliser, ça part au-dessus. Et ce qui devait arriver malheureusement arrive, le break de Grenoble. Et ce n'est pas le joli but de Nolan Mbemba au bout du temps additionnel qui viendra changer ça. Défaite du hack, 2-1. Florian, cette deuxième mi-temps, tu as préféré, tu as eu des choses à redire. Quel est ton sentiment? Bah oui, on a forcément préféré. Déjà, niveau stats, on a 8 tirs, dont 2 cadrés. Bon, c'est que 2 cadrés, mais au moins il y a des tirs. C'est un jeu plus porté vers l'avant. On a la possession. Enfin, c'était beaucoup mieux dans l'intention de jeu. Ça passait énormément sur le côté gauche, avec du Ben Mohamed, du Bonnet et du Alioui, qui étaient surtout concentrés sur le côté gauche et qui créaient beaucoup d'actions. Sur le tir de Mbemba, d'ailleurs, c'est Ben Mohamed qui monte, qui fait un relais. Alors, je sais plus trop avec qui. Il lui redonne et Ben Mohamed fait une magnifique passe pour Mbemba, qui, je sais pas comment il fait pour la mettre là. Enfin, bon, bref, ça on passe à autre chose. Et du coup, il y avait vraiment une intention nouvelle qui était très intéressante. Ensuite, bah, sur le temps fort du hack, on se prend un but. Un but encore une fois plutôt magnifique. Côté droit, c'est Medo qui met un petit pont à basque et qui ensuite ajuste Gorgelin juste en dessous de son ventre. Donc ouais, non, sur le deuxième but, c'est dur. Après, pour revenir sur le péno, alors oui, il y a penalty. Comme je le disais sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'en vouloir à l'arbitre parce que Bentil, il est face à l'arbitre et l'action, c'est dans le dos de Bentil. En gros, la jambe d'appui de Bentil est prise entre les deux jambes de Maurice et du coup, l'arbitre ne le voit pas. Donc moi, j'en voudrais pas à l'arbitre, il y a péno, mais enfin, à l'œil humain, c'est très difficile de voir la faute parce que même moi, au début, je me dis, elle est où la faute? Et après, il faut bien regarder la jambe derrière. Donc, c'est vrai que ça nous aurait bien relancé, mais malheureusement, bah, on a eu des décisions favorables par le passé, pas forcément cette saison. Là, évidemment, quand c'est pas en notre faveur, c'est un peu plus contraignant, mais bon.
Est-ce que oui, ça nous aurait relancé, est-ce qu'on serait remis un partout? Après, est-ce que ça aurait changé la physionomie? Peut-être, mais on sentait quand même que Grenoble était supérieur. Ensuite, les rentrées de Cornet et Abdelli ont fait du bien. D'ailleurs, c'est eux qui amènent un peu le but. Sur le but d'Ebemba, ça vient un peu d'eux. Pour ce match, moi, j'ai deux tops. Alioui, car j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Pour ceux qui aiment le beau football, on s'en est beaucoup plaint ces dernières semaines. Le dribble qu'il nous fait en fin de match, là, c'était magnifique. J'ai bien aimé aussi Ben Mohamed, même si c'est un peu, des fois, un peu bourrin sur des tacles qu'il nous fait, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, en flop, Fontaine, Mbemba. Fontaine pour son œuvre complète et Mbemba pour sa première mi-temps où il a été transparent. Romain, toi, quel est ton sentiment sur cette deuxième période? Moi, j'ai eu l'impression que le hack nous avait fait une blague parce que d'habitude, on joue la première mi-temps et on joue pas la deuxième. Et là, on s'est mis à jouer la deuxième. Donc, non, à côté de ça, on a vu que Paul Le Guen avait changé ses plans à la mi-temps, qu'il a repositionné ses joueurs pour avoir de meilleures intentions. Mais bon, on courait après le score, donc c'était aussi logique qu'ils mettent ça en place sur la seconde période. On a vu que c'était beaucoup mieux dans le jeu. On a vu qu'au HAC, on savait jouer au football aussi. Hein, donc on l'avait un peu oublié. Et ça serait bien de le revoir de temps en temps. Alors évidemment, c'est plus plaisant. On se crée des occasions, mais en se créant des occasions, on se découvre aussi à l'arrière. C'est normal. Le break de Grenoble est logique. Après, il arrive plutôt sur une fin de match. On a joué toute la deuxième mi-temps, donc à un moment donné, bon, c'est normal de se découvrir aussi. Et puis le but était d'aller égaliser, donc de se prendre un deuxième but, c'est pas non plus, enfin c'est normal dans la physionomie de la rencontre. Et puis les Grenoblois étaient vraiment au-dessus sur les duels. Hein. Je veux dire, il a mis le petit point à base qu'il a été chercher Gorgelin, puis hop, c'était terminé. Est-ce qu'on peut avoir des regrets? Est-ce qu'on peut se dire fallait jouer comme ça en première mi-temps? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Maintenant, on parle quand même d'une équipe grenobloise qu'on dit être au-dessus du HAC. On parle de mecs qui se sont pas entraînés pendant 2 semaines. Moi, je suis un peu inquiet parce qu'effectivement, physiquement, est-ce qu'on n'aurait pas dû être capable de prendre le dessus sur eux? Alors en deuxième période, c'est ça qui nous a peut-être permis de nous créer pas mal d'occasions. C'est quand même inquiétant. C'était peut-être le moment de les jouer. Hein. Le malheur des uns pouvait faire le bonheur des autres, mais on part quand même avec une défaite, quoi. Et puis j'ai envie de m'arrêter juste 30 secondes sur les journalistes de beIN. Parce que franchement, j'ai envie de leur dire, si vous ne respectez pas la Ligue 2, c'est d'arrêter de la commenter. Voilà, parce que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas préparé leur match comme souvent. Ils n'ont pas relevé du HAC, jamais. Et puis ils ont passé la seconde période à faire des blagues bien pourries à l'antenne. Voilà. Donc je voulais juste faire un petit coup de gueule et dire que sincèrement, payer pour ça, que c'était vraiment honteux. Voilà, beIN, c'est vraiment de l'amateurisme. Téléfoot, c'est pas beaucoup mieux, mais là j'ai trouvé hier que sur le match, voilà, je les ai trouvés très mauvais. Et voilà, encore une fois, s'ils respectent pas la Ligue 2, qu'ils la commandent pas, tout simplement. De toute façon, le meilleur commentaire à la télé, ce serait quand même pas de commentaire, juste l'ambiance du stade et pouvoir profiter de son match tranquillement pour les vrais amateurs de football. C'est ça le meilleur commentaire, même si en ambiance, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Je suis comme ça, je préfère à la rigueur un téléfoot comme on a eu contre Pau, c'est-à-dire où le commentateur était vraiment très épuré et il disait pas grand-chose, mais au moins il laissait profiter de ce qui se passait sur le terrain. Je pense que nous en avons fini avec ce match. Il est temps pour nous d'aborder un deuxième sujet un peu plus général, la casse-tête des gestions d'effectifs. Il nous a été donné de voir depuis le début de la saison au HAC des compositions d'équipes régulièrement modifiées, voire chamboulées. S'il est de nature normale qu'il y ait des blessures ou des suspensions dans une saison, on se rajoute une limitation des effectifs liée aux retombées économiques du Covid que les clubs ont anticipé, et le Covid qui lui-même prive des joueurs, voire des équipes complètes de matchs, la part liée à l'aléatoire augmente nettement et avec elle l'homogénéisation du championnat. Alors, devons-nous nous réjouir de cette incertitude ou nous inquiéter de la baisse de niveau relatif de la division ? On a voulu aborder ce sujet-là en complément de ce que nous disons depuis le début de la saison lié au Covid. Il y a des effectifs qui sont chamboulés toutes les semaines.
On a parlé de Grenoble qui n'a pas joué parce qu'il y avait trop de joueurs. Donc, si on a 3 ou 4 joueurs qui sont Covidés, eh ben, ça veut dire que ces joueurs-là ne jouent pas. Mais par contre, si tu en as 10, ton match est reporté. Donc, ce qui fait que potentiellement, tu retrouves tout ton effectif quand tu rejoueras le match qui a été annulé. Ça part dans l'aléatoire assez fortement. Je voulais avoir votre avis, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce championnat qui va peut-être avoir une part de loterie plus importante que ce qu'on a eu les dernières saisons, sachant déjà que la Division 2 à la base n'est pas le championnat le plus hétérogène possible. Romain, quel est ton avis ? On voit bien que est-ce qu'il faut finalement ne pas mieux être touché une bonne fois pour toutes sur quasiment l'ensemble de son effectif, quitte à avoir 2 matchs de retard comme le sont les Grenoblois aujourd'hui, plutôt que d'avoir des cas par-ci par-là et finalement d'avoir des pseudo-suspensions de joueurs, des suspensions de joueurs un peu hasardeuses toutes les semaines. Et franchement, au final, on se rend compte qu'on ne s'est pas aligné une seule fois à la même défense. Bon, sur les autres parts du terrain, c'est plutôt les effets tactiques qui viennent en jeu, mais on se rend compte que oui, on commence à être vraiment dans du gros hasard. Quand on a des suspensions qui viennent s'ajouter en plus, comme on a pu avoir au HAC aussi, des blessures, et finalement, on n'aligne jamais l'équipe type. Il y en a quand même une qui pourrait se dessiner si on avait à disposition tous les joueurs. Et au final, je pense que oui, ça va avoir quand même une grosse influence, des points par-ci par-là. On fera le compte à la fin de l'année, mais évidemment, c'est obligé que ça joue un rôle sur le résultat final de ce championnat de Ligue 2, et bon, même la Ligue 1. Mais si on se concentre à la Ligue 2, oui, ça va forcément jouer un rôle sur le classement final de cette Ligue 2, c'est obligé. Florian, toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet ? Quand on avait parlé du Covid et qu'il y avait des gens touchés à la cavée verte, on avait dit certainement que l'équipe qui pourra monter, c'est celle qui aura mieux géré cette saison en termes de blessures, Covid, etc. On montre bien, je connais pas exactement les effectifs de chacun, mais je pense que le Paris FC, j'ai pas trop entendu de cas chez eux, pour l'instant. Grenoble, certes, ils ont eu des cas, mais eux, leurs matchs ont été interrompus. Alors l'avantage de la Ligue 2, c'est qu'ils n'ont pas des matchs de Coupe d'Europe à faire en semaine. Donc pour rattraper les matchs, c'est beaucoup plus simple. Après, pour les autres championnats, je prendrai l'exemple surtout de l'Angleterre, quand il y a un match de décalé, entre les Coupes d'Europe, les championnats et tout ça, pour les rattraper, c'est pas évident. Donc l'accumulation des matchs risque plutôt de toucher les organismes. Alors pour la Ligue 2, c'est pas le cas, mais après à voir aussi. Après, comme on l'a dit, déjà que la Ligue 2, c'est un championnat où tu gagnes un match, tu montes 3e, tu perds la semaine d'après, t'es 10e. Donc si tu rajoutes ça, évidemment, c'est beaucoup plus contraignant parce que sur un match où tu peux être à 11 et avoir ton 11 complet et prendre des points, tu peux ne pas prendre des points parce que là on voit bien, il nous manque Meraz, il nous manque Ersoy et ça chamboule tout. Donc c'est vrai que sur ça, c'est un peu plus contraignant. Et tu rajoutes à ça que ton 11 complet, si tu as la chance de l'avoir, tu ne sais pas quand est-ce que tu l'auras. Tu peux l'avoir contre Pau, et 2 semaines après, tu rencontres le Paris FC et tu te retrouves avec un 11 pas du tout complet, avec des remplaçants. En plus, ça s'ajoute, quoi. C'est-à-dire que le 11 complet, déjà, t'espères pouvoir l'avoir, et en plus, tu ne sais pas à quel moment tu vas l'avoir, mais pas du tout, quoi. Voilà. Et pour répondre sur le Paris FC, ils ont été touchés par le Covid, mais au mois d'août. D'emblée, comme ça ensuite c'était fait. On parle aussi moi j'avais déjà utilisé ce terme de suspension qui dit pas son nom pour un Covidé. Ça a aussi la conséquence que, étant donné que les effectifs ne sont pas pléthoriques en Ligue 2 à la base et qu'ils le sont potentiellement d'autant moins cette année si les présidents de club ont anticipé le fait que les recettes seraient moindres, ça veut dire que tu joues avec un groupe qui est d'autant plus restreint sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a une suraccumulation de matchs pour ceux qui, eux, sont pour le moment valides. Donc un sur-risque de blessure potentielle et de fatigue. C'est pour ça que dans ce qu'on a, on est très content au final qu'il y ait cette petite trêve là internationale qui va avoir lieu là pour 10 jours, qui va permettre, dans notre cas au niveau du HAC, de pouvoir récupérer des blessés qui étaient en période de récupération comme Jamal Carey qui manque, même si Godwin Beltil fait un travail admirable depuis qu'il est titulaire, mais avec Jamal, on espère qu'il y aura quelque chose en attendant l'éventuelle qualification de Raïd Boutaïb plus tard. On va pouvoir récupérer Meras, on va pouvoir récupérer Erzoy,
Et ben déjà, rien qu'avec ces trois-là dans l'effectif en plus, bon, bah, t'as peut-être moyen de faire quelque chose, de sympathique. On espère que notre analyse va pas conduire à ce qu'il y ait beaucoup de casse au niveau des joueurs. Parce que si effectivement on rajoute des blessures au Covid avec des effectifs qui peuvent pas augmenter tout simplement parce que les clubs n'ont pas les moyens, je sais pas comment les joueurs vont arriver en fin de saison. Et parce que il faut pas oublier que le plus important quand même dans ça, c'est quand même leur intégrité physique. On espère quand même qu'il y aura pas trop de casse sérieuses à leur niveau. Voilà pour ce sujet que nous voulions aborder avec vous, chers amis auditeurs. Maintenant, la parole est à vous. Activez-vous, c'est maintenant. Romain, tu as eu le temps d'éplucher les réseaux sociaux, vu que le match avait lieu en milieu d'après-midi. Qu'est-ce qui ressort au niveau de nos auditeurs et de nos internautes? Comme d'habitude, ouais, beaucoup de réactions par rapport au match. Donc on a Julien Le Cacheur qui nous écoute depuis le Canada et qui nous lit depuis le Canada, qui dit qu'une nouvelle fois le hack a fait du hack. Quand il peut enchaîner et consolider une bonne position, il fait cheat. Première mi-temps indigne, rien dans le jeu avec un Fontaine hors du coup, il précise encore une fois. Et il a relevé une bonne deuxième après les entrées d'Abdelli et de Cornet. Il a bien aimé le repositionnement d'Alioui, qui a retrouvé des jambes. Même Bembal, malgré son but, est une nouvelle fois mauvais sur l'ensemble de la rencontre. Paul Le Guen est responsable de cette défaite. Voilà, il dit que Paul Le Guen est plutôt le responsable là, pour ce week-end. Et on joue encore le 1-0 avant de se réveiller. Il est temps d'arrêter avec ce système et de sortir Fontaine. Bon, bah c'est une analyse qui est en tout cas tranchée. On remercie Julien. Et est-ce que tu as d'autres avis pertinents? On a Steve Legros qui nous parle d'un jeu plus plaisant sur la deuxième mi-temps, une fois les premiers changements qui ont été faits, donc avec Abdelli et Cornet. Mbemba a une bonne opportunité, il pense qu'il y avait un penalty non sifflé, et en face qu'il y avait une belle équipe de Grenoble avec de belles phases de jeu. Et au-delà de ce match, il y a quand même un mystère Fontaine qui relève encore une fois le mystère Fontaine. Il n'apporte plus rien, et aujourd'hui le premier but de Grenoble, c'est de sa faute avec une remise dans l'axe. Je pense qu'on l'avait évoqué tout à l'heure. Une nouvelle follower, Harmonie Lajoie, Le Guen qui perd ce match tactique, il se gourre en première, rectifie la seconde. Si on ne garde que celle-là, belle prestation de Alioui, Mbemba et Abdelli. Bentil décevant par contre. Toi Gilles, on n'a pas trouvé comme toi que Bentil avait fait le taf sur ce match-là. Et pas de confiance, et ça se ressent dans ses passes et son positionnement. Bentil, si tu joues en pivot mais que le bloc il monte pas à partir du moment que tu récupères le ballon, c'est sûr qu'il va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, je suis désolé, mais ça se voyait, il conserve bien le ballon. Quand il l'a, il faut qu'il ait des possibilités de pouvoir le retransmettre. Et là, il va pas faire un tour de piste, dribbler trois défenseurs et finir par une frappe en lucarne. C'est pas son boulot, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais si ensuite il a deux possibilités ensuite de remettre le ballon pour qu'ensuite lui puisse se replacer dans l'axe pour espérer récupérer une passe ou un centre, là, il sera peut-être plus utile visiblement. Et il est utile. Je trouvais bien que Bentil était mauvais hier samedi. Bon, pourquoi pas. C'est chacun a le droit d'avoir son avis. Comme on dit, nous n'avons pas le monopole de la parole ici. Chacun a le droit de s'exprimer et de se faire entendre. Il y a Tyranor qui demande le remplacement de Fontaine par Abdelli dès maintenant. Alioui, c'est titulaire, et Mbemba, un vrai bon match. Bon, sur la deuxième. Et il y avait les moyens de choper le nul malgré cette première mi-temps d'une nullité sans nom. Logan Beuzelin qui nous parle d'une bonne deuxième mi-temps, comme quoi on s'est joué aussi au ballon. Avec un effectif complet, ça peut être intéressant. Et puis je terminerai par le tweet de Benoît Donkel qui a pour habitude de demander sur Twitter les 3 tops et les 3 flops aux followers. Et je vais vous donner les siens. Donc il a mis en top Alioui, Mayembo et Gorgelin. Et il a mis en flop Fontaine, Basque et Mbemba. Je sais pas, Gilles, est-ce que tu aurais toi 3 tops et 3 flops là sur ce match? Je suis pas loin d'être d'accord avec lui sur l'ensemble de la chose. Je me dis peut-être que j'aurais remplacé Gorgelin par Bentil. Moi, je maintiens que Bentil, il a fait un bon match. Mais oui, dans l'ensemble, c'est pas. De toute façon, les tops, les flops, c'est quand même assez subjectif. Chacun va y voir un peu ce qu'il veut. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que même si on hier, je me suis pas embêté. Je n'ai pas eu l'ennui que j'ai eu sur les 2 derniers matchs. Donc déjà, rien que pour ça, même si ça perd,
c'était déjà bien plus plaisant à regarder, donc moi ça me va bien. Oh, Si- ouais, mais si ça perd comme ça tous les week-ends avec cette manière-là, c'est la nationale à la fin de la saison. Hein. Oui, on revient encore sur le même débat. Vous avez envie de vous emmerder et de gagner. Moi personnellement, j'ai envie de pas m'emmerder, quitte à pas gagner tous les matchs. De toute façon, si on fait les pronostics honnêtement, il y aura combien de joueurs il y aura combien de participants qui vont mettre 38 victoires du HAC sur la saison? Il y a quand même une bonne partie. Donc, il faut savoir reconnaître de temps en temps que l'équipe d'en face, elle joue bien, hein. Je veux dire, Berger, il a eu un problème au HAC comme pas mal de recrues, mais qu'on n'aille pas me dire que ce soit un mauvais entraîneur, c'est non. C'est pas un mauvais entraîneur, et c'est surtout un entraîneur qui fait jouer ses équipes. Et vous savez d'ailleurs à noter qu'il a replacé son joueur qui a marqué en seconde période, dont j'ai oublié le nom là. Florian, tu l'as noté tout à l'heure. C'est Médo. Semedo. Il a replacé ce joueur-là à droite du terrain pour qu'il ait en face Mahmoud, parce qu'il savait très bien que le petit jeune, il n'avait pas d'expérience en Ligue 2, et il a fait exprès de replacer ce joueur-là en face de Mahmoud, et c'est très bien joué de sa part. C'est un entraîneur qui s'est adapté à sa tactique. C'est pas un mauvais entraîneur, Berger, je le redis. Merci à vous, chers auditeurs, chers internautes, pour ces réactions. C'est toujours intéressant de vous écouter. Nous allons finir cette émission avec quelques petites brèves du HAC dont vous avez l'habitude. On l'a appris cette semaine, donc la requête du HAC pour pouvoir inverser son match avec le PSG a été acceptée. Donc les filles qui devaient normalement se recevoir le Paris Saint-Germain le 12 ou le 13 décembre se rendront à Saint-Germain-en-Laye et en retour recevront les Parisiennes le 8 ou le 9 mai de l'année prochaine, dans l'optique sûrement d'avoir du monde au stade Océane. En tout cas, c'est une bonne chose que ça a été accepté. Les filles qui reprendront la semaine prochaine contre Bordeaux le début du quatuor infernal face aux 4 premières du championnat. Et enfin, chers amis auditeurs, nous vous informons que la semaine prochaine, nous ne ferons pas relâche et qu'il y aura un à côté où nous ferons un premier bilan de la saison et nous parlerons du match à venir contre Caen que nous attendons tous. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à votre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Théophile Pedrola. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le HAC!